Donc, bonjour à tous et merci pour votre présence. Merci d'assister à ce deuxième épisode proposé par les Global Shapers de Nice. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un webinaire sur la crise de la Covid-19 et plus particulièrement sur les vaccins qui représentent une solution de sortie à cette pandémie mondiale. Ce jour, la crise de la Covid-19, c'est plus de 2,5 millions de décès dans le monde et presque 90 000 sur le territoire français. Cette crise sanitaire a des impacts et des conséquences sur l'économie, mais aussi sur la santé publique, nos vies sociales et nos équilibres psychologiques. Elle intensifie les inégalités sociales ainsi que la pression sur les hôpitaux, qui accueillent encore chaque jour les cas les plus graves dans leurs services de réanimation. En tant que Global Shapers, nous voulons créer de la discussion autour du vaccin et du rôle de la science dans les réponses à apporter à cette pandémie. Dans l'agitation médiatique qui dure depuis plus d'un an, une partie de la société ne fait plus confiance en la science et base ses opinions sur des sources souvent éloignées de la méthode et de la rigueur scientifique. Il nous semble donc essentiel de rappeler la définition de la science pour introduire cette discussion. Le mot science vient du latin scientia, qui veut dire connaissance. Et donc la science, c'est la connaissance, c'est l'ensemble des connaissances ainsi que des travaux ayant pour objectif l'étude de faits et de relations vérifiables par une méthode. En général, cette méthode est caractérisée par 4 éléments, 4 phases. Une phase d'observation, d'expérience, des hypothèses et la déduction d'une connaissance d'une théorie. Qui de mieux qu'une scientifique et de surcroît une immunologiste pour nous parler des vaccins contre la Covid-19? Nous avons la chance et l'honneur d'accueillir le professeur Barbara Seitz-Polski, qui exerce et enseigne au CHU de Nice. Merci beaucoup, Barbara, d'être avec nous aujourd'hui pour enrichir nos discussions. Et je vous laisse vous présenter et nous pourrons donc enchaîner sur la présentation des vaccins et des questions-réponses. Merci beaucoup, Niels, pour cette excellente introduction. Beaucoup de notions scientifiques qui ne sont pas évidentes pour la société sont arrivées dans le débat. Et donc, il est indispensable de comprendre, puisqu'on ne parle plus que d'ARN et que de concepts scientifiques un peu abstraits pour le débat habituel médiatique, il est indispensable de comprendre de quoi on parle pour vraiment arriver à s'orienter dans cette nouvelle discussion et comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, pour commencer cette présentation, quelques mots sur l'histoire naturelle de cette maladie, la Covid-19, dont on sait que dans 95% des cas, les patients vont faire des formes extrêmement modérées, voire totalement asymptomatiques, comme une simple virose. Mais malheureusement, moins de 5% des patients vont évoluer vers des formes sévères à critiques avec un syndrome de détresse respiratoire particulièrement préoccupant et qui va nécessiter une admission en unité de soins intensifs avec un recours à une ventilation mécanique, voire au décès des patients. Et ça, ces cas graves représentaient 6% des cas initiaux en Chine. On a actuellement un taux de mortalité de 0,5% en France. Et donc, ce qu'il faut comprendre pourquoi nos hôpitaux sont en train de saturer, c'est un virus qui se répand extrêmement facilement. Donc, comme on le sait, 95% des patients vont faire des formes peu symptomatiques. Mais comme l'expansion du virus est extrêmement rapide, sur les 23 000 nouveaux cas qu'on va compter tous les jours, ce sera 313 patients qui vont être hospitalisés en réanimation. L'évolution de cette maladie, elle a été décrite depuis un petit moment. On va avoir dans les 7 premiers jours ce qu'on appelle une phase virale, c'est-à-dire que la plupart des patients vont présenter des symptômes de grippe assez classiques et qui, dans 95%, vont rester là. Et puis, quand ça se passe mal, on va passer dans une deuxième phase, une phase qu'on appelle une phase inflammatoire, où là, il y a un emballement de la réponse inflammatoire de l'hôte qui va causer toutes les défaillances notamment respiratoires, mais il peut y avoir même des défaillances d'organes autres que notamment cardiaques, notamment neurologiques, qui vont être déclenchées par cette fameuse phase inflammatoire. Et qu'est-ce qui va faire basculer nos patients de la phase virale
bénigne où le patient arrive à éliminer spontanément le virus sans rentrer dans cette phase inflammatoire, c'est évidemment le terrain, puisqu'on sait que les sujets qui vont faire ces formes graves sont des sujets plutôt âgés, en surpoids, avec un certain nombre de comorbidités qui exposent à ce passage à une phase inflammatoire. Et qu'est-ce qui va faire que cette phase virale ne va pas être contrôlée? Eh ben, grâce aux énormes travaux qui ont été menés sur cette pathologie, on sait qu'un des aspects essentiels de cette maladie, c'est un déficit de cette réponse immunitaire. C'est une incapacité à éliminer ce virus. Donc, pour comprendre comment on peut éliminer un virus, je voulais juste rappeler des concepts de base de la réponse immunitaire. Notre système immunitaire est là pour nous défendre, pour nous permettre d'évoluer dans un environnement où on va rencontrer constamment des virus, des bactéries. Et l'objectif, et puis c'est un moyen de survie, c'est d'arriver à éliminer, avec une réponse adaptée à chaque pathogène, ces bactéries, ces virus qui nous entourent. Une bactérie, elle va pénétrer dans notre organisme et proliférer. C'est un organisme extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'infecte pas nos cellules. Et notre outil pour les défendre, c'est de produire des anticorps. C'est ce qui est schématisé ici. Ces anticorps vont être capables de détruire ces bactéries extracellulaires et d'éliminer ainsi les bactéries. Les virus ont un autre mode de prolifération, c'est-à-dire qu'ils vont pénétrer dans nos cellules, infecter nos cellules, utiliser la capacité de nos cellules à produire des protéines et détourner le fonctionnement de notre cellule pour que notre propre cellule fabrique du virus. Et c'est comme ça que le virus se développe, en infectant des cellules. Et ces cellules, il va détourner le fonctionnement normal de nos cellules pour fabriquer du virus. Et c'est comme ça qu'on s'infecte et c'est comme ça qu'on contamine. Et pour éliminer un virus, notre moyen de défense essentiel, c'est de développer des lymphocytes dits cytotoxiques, c'est-à-dire qui sont capables de détecter qu'une cellule est infectée, puisque cette cellule va exprimer des signaux à sa surface, et de détruire cette cellule grâce à la production d'enzymes qui sont capables de tuer. Et donc, on a deux façons de se défendre contre ces pathogènes, soit en produisant des anticorps, soit en produisant des cellules tueuses, des cellules cytotoxiques. Comment notre organisme est capable de savoir quelle va être la réponse adaptée à cette infection? Eh bien, c'est le système immunitaire, qui est un système très performant, qui va être capable, grâce à ce qu'on appelle des signaux de danger, ce sont des genres de capteurs qui vont détecter si nous sommes face à une bactérie ou si nous sommes face à un virus. Et en fonction des signaux que va détecter cette cellule, elle va orienter le système immunitaire, soit pour fabriquer des lymphocytes B qui vont produire des anticorps qui vont être capables de détruire la bactérie, soit en activant des lymphocytes T cytotoxiques qui vont être capables d'aller détruire le virus. Et cette communication entre les cellules va se faire grâce à ces petites cytokines, qui sont des toutes petites molécules, qui vont permettre la communication entre les cellules. Et dans la réponse virale, la seule cytokine sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est l'interféron, qui est la cytokine qui va être capable d'activer cette réponse dite TH1, en fait c'est une réponse cellulaire, et également de détruire le virus. L'interféron, en plus, a un autre avantage, c'est qu'il est capable d'activer des lymphocytes régulateurs qui vont éteindre l'inflammation. Et donc, on voit tout de suite que dans une réponse virale, l'interféron va être capable de détruire le pathogène, d'activer la réponse cellulaire et en même temps de contrôler la réponse inflammatoire. Et c'est exactement ce qui est déficient chez les patients qui font ces formes graves de maladie. Et donc, comme c'est défaillant chez les patients qui font cette forme grave, l'interféron devient un traitement qui commence à être validé en phase 2 pour traiter ces formes graves de Covid. Et quand on va vouloir produire un vaccin, on va vouloir que ce vaccin soit capable d'induire ce type de réponse-là, d'induire des lymphocytes cytotoxiques et d'induire de l'interféron en réponse à la vaccination. Et donc, on est vraiment sur cette immunité-là, cette immunité antivirale, et c'est ça que je vais vous détailler à travers les vaccins du Covid.
Là, c'est juste pour vous montrer ce que je vous ai déjà dit en introduction. Il y a eu énormément de productions scientifiques pour montrer qu'il y a un problème d'interféron chez les patients qui font des Covid graves. C'est ce qui est montré sur ces schémas. Les Covid graves sont les violets et les rouges. Et on voit que les patients qui font des Covid graves sont moins capables de produire de l'interféron parce que les gènes de l'interféron sont déprimés, ils ne s'expriment pas, alors que les gènes de l'inflammation sont surstimulés. Et cette pauvre production en interféron va faire que les patients qui ont un Covid grave n'arrivent pas à éliminer le virus. Donc, ils restent en phase inflammatoire et cette phase inflammatoire va prendre le dessus et induire toutes les complications que l'on a décrites en introduction. Nous avons validé un test que nous utilisons au CHU de Nice, que nous avons testé sur notre cohorte de soignants qui a attrapé le Covid et sur nos patients qui ont présenté des Covid graves en les appareillant en âge et en sexe. Et vous voyez que la capacité de production d'interférons est effondrée dans les Covid graves, alors qu'elle reste importante chez les patients, chez les sujets qui vont faire des formes paucisymptomatiques, voire asymptomatiques. Donc, l'objectif de notre vaccination, comme on l'a dit, ça va être de renforcer cette réponse cellulaire, d'induire des cellules qui vont être capables de produire de l'interféron, d'induire ces fameux lymphocytes CD8 qui sont capables de détruire les cellules infectées, et secondairement, de produire des anticorps neutralisants qui vont empêcher que le virus rentre dans la cellule. D'accord, donc le vaccin a pour but, donc, a trois buts. Donc quand le vaccin Exactement. est administré, il y a trois réponses cellulaires qui sont apportées, c'est ça? Oui, D'accord. exactement. Il faut produire de l'interféron, il faut produire des lymphocytes T tueurs et il faut produire des anticorps neutralisants. Et j'insiste vraiment sur ça parce que c'est comme ça qu'on valide un vaccin dans les essais de phase 2. Vous savez que dans les phases 2, on regarde si le vaccin est capable d'induire une réponse immunitaire et c'est ça qui va être mesuré. D'accord. C'est ces trois aspects que je vais vous détailler dans les études. Et ensuite, une fois que ces aspects-là sont validés, on confirme que le vaccin évite les formes graves de Covid. D'accord. Alors, juste pour finir sur cette introduction autour de l'interféron, pourquoi certains sont incapables de produire de l'interféron? Il y a 3 mécanismes qui ont été décrits. D'abord, il y a des facteurs génétiques dans les gènes qui vont réguler la capacité à produire de l'interféron. Il y a des gens qui ont une mauvaise capacité de production d'interféron. Il y a des gens qui ont une mauvaise capacité à répondre à l'interféron. C'est ce qui a été décrit dans cette étude. Il y a également été décrit chez les sujets âgés des patients qui produisent des anticorps anti-interférons, donc qui font l'auto-immunité contre leur réponse immunitaire. Et enfin, la troisième cause, c'est que le virus est capable de bloquer notre capacité d'interféron pour se développer, pour pouvoir proliférer. Il intervient à différents niveaux de la réponse cellulaire, de notre capacité à produire cet interféron, et il va bloquer en produisant des protéines qui vont neutraliser la production d'interférons. Quel est le rôle des comorbidités? Nous avons démontré dans plusieurs cohortes, notamment chez des insuffisants rénaux, que la capacité de produire de l'interféron diminue avec les comorbidités, diminue avec l'insuffisance rénale. Cette production d'interféron diminue également chez les patients qui ont des cancers, c'est ce que nous avons démontré ici. Et enfin, la capacité de produire de l'interféron diminue avec l'âge. Et donc, ça explique vraiment tout ce qu'on a compris autour du Covid, c'est que quand on ne produit pas d'interféron, on n'est plus capable de se défendre contre le virus. Alors maintenant, pour produire un bon vaccin, l'objectif de la vaccination, c'est vraiment de mimer l'infection. De mimer comment le virus nous infecte pour reproduire au mieux cette capacité d'infection sans induire les symptômes de l'infection. Donc, comme on l'a vu, les virus, ils sont capables d'infecter une cellule, c'est-à-dire de pénétrer dans la cellule, de détourner son fonctionnement pour produire du virus. Pour produire à ce niveau-là de nouveaux virus. Donc, le Covid est un virus à ARN. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas rentrer dans le noyau où on a de l'ADN. Le virus va rester hors du noyau, là où l'ARN va être transcrit en protéines. Donc, l'ARN pénètre dans la cellule. On utilise le matériel ARN du virus pour produire des protéines virales. Ces protéines virales vont fabriquer du nouveau virus qui va être expulsé et qui va ainsi infecter
de nouvelles cellules. Et donc, il n'y a pas de pénétration dans le noyau. On reste juste hors du noyau, au niveau de l'appareil de Golgi qui est là pour produire des protéines en fonction de l'ARN qu'on lui donne. Et donc, vous comprenez bien que si on veut mimer un virus, utiliser une séquence d'ARN qui permet de bloquer l'interaction entre le virus et la cellule, c'est-à-dire grâce à cette protéine qui s'appelle la protéine du spike et qui est reconnue par un récepteur cellulaire qui est un récepteur à l'angiotensine 2. Si on bloque cette interaction, si on induit des cellules qui sont capables de tuer les cellules qui expriment cette protéine et qu'on induit des anticorps qui vont bloquer cette interaction, on va être capable de bloquer l'infection par les cellules. Et c'est exactement ce qui se passe dans les virus à ARN, c'est-à-dire qu'on injecte la plus petite séquence d'ARN qui va être capable d'immuniser notre patient contre cette séquence du spike et qui va permettre de bloquer l'entrée du virus dans la cellule. Et donc, voilà pourquoi le vaccin ARN, qui est une structure, qui est un concept qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui n'avait pas encore d'application réelle au-delà de traitement de certaines tumeurs, a trouvé sa meilleure application à travers ces vaccins, à travers cette infection virale par des virus à ARN. D'accord. Quels sont les... Voilà, c'est vraiment très simplement, c'est la plus petite façon de mimer une infection virale, c'est d'introduire cette séquence ARN. Alors, il existe différents vaccins. On entend parler de beaucoup de choses. On entend parler d'adjuvants. On entend parler d'adénovirus pour le vaccin AstraZeneca, de virus à ARN. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il y a 3 grands types de vaccins. Ce qu'on appelle les vaccins sous-unitaires, où là, on va juste utiliser des protéines purifiées qui vont essayer d'induire une réponse immunitaire. Là, on est plutôt sur un mode d'infection extracellulaire, comme je vous l'ai expliqué, qui va plutôt mimer une infection bactérienne. C'est pour ça que ces vaccins ne sont pas trop encore utilisés pour ces infections virales. C'est un choix, c'est plus efficace pour nous immuniser contre des bactéries. Ensuite, il y a les vaccins utilisant des micro-organismes. Les premiers vaccins qui ont été développés, c'était de prendre un virus, de le tuer et de le réinjecter. Et donc ça, ce sont les vaccins chinois qui sont utilisés, qui ont utilisé cette stratégie. On utilise maintenant des vecteurs viraux, c'est-à-dire qu'on prend un virus, on va inhiber les gènes de la réplication pour que ce vaccin infecte nos cellules mais ne soit pas en capacité de répliquer, injecte l'ARN dans notre cellule et produise de l'ARN et immunise contre la séquence ARN. Et enfin, les nouveaux vaccins, ce sont ces fameux vaccins ARN où là, on va juste injecter de l'ARN dans la cellule qui va produire de la protéine et qui va permettre d'induire une réponse immunitaire. Donc, quand on veut induire plutôt une immunité de type cellulaire pour activer une immunité antivirale, on va plutôt utiliser ces 2 types de vaccins. D'accord. Quelques mots sur les vaccins sous-unitaires. Parce qu'il y a des vaccins qui vont sortir. Donc là, on va injecter juste une protéine. Cette protéine, elle ne va pas être capable d'activer le système immunitaire. Pour l'activer, il va falloir activer ce que je vous ai dit, qu'on appelle les signaux de danger sur les cellules. Et c'est tout le rôle des adjuvants. C'est pour ça que les adjuvants sont indispensables dans ce fonctionnement de vaccins sous-unitaires. Et en fonction du type d'adjuvant, on va être plus ou moins capable d'activer les lymphocytes CD8 pour avoir une bonne réponse antivirale. Et donc, ces vaccins, vous allez voir, j'en ai pris un exemple, ces vaccins sous-unitaires ne sont pas efficaces sans adjuvant. Donc, quand on propose des solutions sans adjuvant, elles ne vont pas être capables d'induire une mémoire immunitaire et d'avoir une réponse efficace. Donc, c'est des vaccins qu'il va falloir faire très régulièrement, des rappels, pour être capable de maintenir une réponse immunitaire sans activer de cellules. Donc, sans adjuvant, c'est très inefficace. Il faut un adjuvant pour activer les cellules et avoir une vraie réponse immunitaire.
voici les différents types de vaccins dont je vous ai parlé, avec la liste des vaccins, de ce qu'on connaît comme maladie contre lequel ces vaccins nous immunisent. Par exemple, le vaccin de l'hépatite B est un vaccin sous-unitaire. Le vaccin du pneumocoque qu'on fait de plus en plus est un vaccin sous-unitaire conjugué. Le vaccin de la polio est un virus atténué. Et les inconvénients de ces vaccins vivants atténués, c'est qu'il y a un risque de passer à une forme virulente et donc on ne peut pas les donner aux sujets immunodéprimés. Donc voilà les différents types de vaccins avec les avantages et les inconvénients dans ce qu'on connaît classiquement dans la stratégie vaccinale. Maintenant, si on arrive sur le cœur du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les vaccins contre le Covid. Maintenant qu'on sait à peu près comment fonctionnent ces différents vaccins, ce que je vous ai expliqué, c'est que la façon d'imiter le plus simplement une infection virale, c'est d'injecter dans une enveloppe lipidique une séquence d'ARN, la plus petite séquence d'ARN, la protéine du spike, qui est la protéine principale qui est présentée au système immunitaire. Donc, l'enveloppe lipidique va permettre de faire rentrer l'ARN dans la cellule. L'ARN va être traduit en protéines au niveau de l'appareil de Golgi, comme je vous ai dit, présenté au système immunitaire grâce aux cellules présentatrices, activer des cellules de l'immunité, des cellules cytotoxiques qui vont tuer les cellules infectées et activer les anticorps pour fabriquer ces fameux anticorps neutralisants. Et donc, c'est sur ces deux aspects qu'on va juger de l'efficacité d'un vaccin, la capacité d'induire des cellules cytotoxiques, comme on l'a dit, de produire de l'interféron et d'activer des anticorps. Et donc, plus simple de production, d'immunisation contre un virus à ARN, c'est juste d'injecter la plus petite séquence d'ARN. Vous avez entendu parler d'allergies contre ces vaccins ARN, c'est rarissime, mais les allergies sont liées à une allergie contre la bicouche lipidique qu'on injecte pour le vaccin. Donc voilà les deux vaccins qui sont actuellement disponibles, qui ont le modèle ARN, comme on a vu, c'est le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Ces vaccins, comme je vous l'ai dit, ils sont d'abord validés dans un essai de phase 2. L'essai de phase 2, c'est pour voir si votre vaccin est capable d'induire une réponse cellulaire, induire une réponse interféron, comme j'ai insisté dessus, et induire des anticorps neutralisants. Et une fois qu'on a fait l'essai de phase 2, ça se fait généralement sur de petits effectifs de patients, on passe à une étude d'efficacité sur de plus grosses cohortes où on va comparer la survenue d'événements, c'est-à-dire la survenue de Covid, dans un groupe de patients vaccinés contre un groupe de patients qui a reçu le placebo. Et ensuite, on va regarder la survenue d'événements indésirables et en fonction du bénéfice-risque, on donne ou pas une autorisation à la commercialisation de ces produits. Donc, si on revient sur l'essai de phase 2, que ce soit le Pfizer ou le Moderna, on s'est attaché dans ces études à regarder leur capacité à produire de l'interféron. C'est ce que vous avez ici sur ce graphique. Donc, on injecte différentes doses de vaccins et on regarde si ces vaccins sont capables d'induire des lymphocytes qui produisent de l'interféron. Et vous voyez que même à toute petite dose, à 1 microgramme, on induit une très bonne réponse interféron. Donc, c'est vraiment un système qui est extrêmement efficace. Pour information, la dose qui a été utilisée, c'est 30 microgrammes pour vacciner. Et vous voyez que dès 1 microgramme, on induit une très bonne réponse sur les 40 sujets sains. Donc, on a vraiment un système qui est très efficace. Ensuite, on regarde si on arrive à produire des anticorps qui sont capables de neutraliser le virus. C'est ce que vous avez ici. Et donc, vous voyez qu'effectivement, le vaccin Pfizer est capable de produire des anticorps qui neutralisent le virus sur les différents variants connus. Donc, c'est un système très, très, très efficace. La même type d'étude a été faite pour le vaccin Pfizer. J'ai coupé, mais là, ce sont les capacités du vaccin à induire une réponse cellulaire TH1 avec la production d'interférons. Et vous voyez que, et ça a été fait sur les différentes tranches d'âge, qu'on est capable d'activer des cellules des J43 après l'injection qui produisent de l'interféron. Et là, vous avez la production d'anticorps neutralisants. Vous voyez dans le temps, jusqu'à 119 jours, et plus maintenant, on le sait, on produit des anticorps neutralisants. Donc, sur le plan immunitaire, ces deux systèmes fonctionnent extrêmement bien. Et puis, on est ensuite… Oui. Là, vous dites qu'à 43 jours après l'injection, Ouais.
on commence à répondre immunitairement Alors, en fait, on répond, vous voyez que la réponse, elle se fait dès là. Et en fait, on va voir sur les essais cliniques que dès le 10e jour après la première dose, il n'y a plus de cas graves. Donc, la réponse immunitaire, on la mesure à J43 significative, mais elle arrive déjà bien avant ces tests-là. Donc, c'est ce qui a été démontré dans ces essais de phase 2, où on a des taux d'efficacité à 95%. Donc, c'est 37 000 sujets. Donc, la moitié a reçu le vaccin, l'autre moitié a reçu un placebo. C'est une population de 52 ans, donc qui cible exactement la population à risque et qui va de 16 ans à 91 ans. Donc, je pense que vous n'avez pas l'habitude de regarder ce type de graphique, mais quand on comprend, c'est très simple. En fait, on prend tout le monde au premier jour, on les vaccine avec la première dose. Et donc là, à J0, personne n'a fait d'événement. Et l'événement, c'est une infection Covid. Et puis, à chaque jour qui passe après cette vaccination, dès qu'un sujet fait un événement, on monte une marche. Et, on cumule tous les événements qui se sont passés en fonction du temps. Et donc là, vous voyez que jusqu'à 10 jours, c'est ce qui est grossi ici, les sujets vaccinés peuvent encore faire du Covid. Et puis après, une fois qu'on arrive à ce 10e jour post-vaccination, vous voyez qu'il y a un plateau et que les sujets vaccinés ne font plus ces formes de Covid graves. Alors que les patients qui ont reçu le placebo continuent à faire des événements Covid, donc des infections et des hospitalisations. Et donc, pourquoi on dit que 95% d'efficacité? Parce que dans ce groupe-là vacciné, on n'a que 5 patients qui ont fait un Covid, et dans ce groupe-là, on en a 100. Donc, on a 95% d'efficacité sur ce vaccin. Exactement la même courbe. Ce qui est rigolo, c'est de voir que c'est exactement pareil pour le vaccin Moderna. Vous voyez le même schéma. Au bout de 10 jours, plus d'événements, alors qu'on a des événements. On continue à progresser dans les courbes. Donc, ça, c'est des taux d'efficacité qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les vaccins. Il faut bien comprendre que le vaccin contre la grippe, il est efficace à 50, 55%, 60% les bonnes années. Mais on est vraiment dans un niveau d'efficacité qu'on ne voit pas pour la plupart. Donc, c'est vraiment le système idéal pour répondre à cette infection virale. Avec la contrepartie que quand ça marche bien, eh ben, on le sent un peu passer sur le plan des effets secondaires. C'est donc des vaccins qui sont extrêmement efficaces, qui déclenchent une très bonne réponse immunitaire, comme vous le voyez là. Donc, on va quand même le sentir sur le plan des signes généraux. La production d'interférons, c'est jamais anodin. Ça donne un peu de la fièvre, un sentiment de malaise, une sensation de malaise, mais heureusement qui va durer qu'une journée. Le temps qu'on élimine tout ça, que la réponse soit mise en place. Et après, il n'y a pas d'effet à long terme. Donc, effectivement, 16% des gens ont eu de la fièvre, 40% des patients vaccinés se sont dit fatigués. Moi, effectivement, j'ai fait le vaccin, j'ai eu ce vaccin en tant que soignante. Effectivement, pendant 2 jours, on est un peu fatigué et tout le monde a la douleur au point de ponction parce que voilà, ça induit une réponse locale et c'est une réponse immunitaire qu'on sent passer, mais en 48 heures, les symptômes s'arrêtent et les effets à long terme, en fait, une fois qu'on a passé cette phase, dans les 10 jours qui suivent, il n'y a plus d'effet derrière puisque l'ARN est totalement éliminé et on a juste induit une mémoire immunitaire qui nous protège des infections. Donc voilà pour les deux vaccins ARN, et puis on va en avoir d'autres qui vont sortir. Et ensuite, les 2 autres modèles de vaccins, donc ce sont les vecteurs viraux non réplicants, dont je vous ai dit quelques mots en introduction. Ce sont le fameux vaccin anglais AstraZeneca et le vaccin russe Sputnik. Donc là, le système est un peu plus complexe qu'un système ARN, puisqu'on va utiliser un virus. Là, ce sont des adénovirus qu'on utilise, donc plutôt des virus qui peuvent donner des gastroentérites, des choses comme ça, pour lesquels on inactive les gènes de la réplication. Donc, le virus ne sert plus que de vecteur, il ne peut plus répliquer, on ne peut pas faire d'infection contre ce vecteur, mais par contre, on lui injecte l'ARN du Covid, enfin du SARS-CoV-2, cette fameuse protéine du spike. Donc, l'adénovirus va pénétrer la cellule, va infecter nos cellules. Heureusement, il va être incapable de répliquer. Il va injecter l'ARN qui va être traduit en protéine. Cette protéine va être présentée à notre système immunitaire et va induire une réponse cytotoxique et une réponse anticorps, exactement ce qu'on veut.
Le vaccin AstraZeneca, il utilise pour la première dose le même vecteur que pour la deuxième dose. Ce qui fait que comme notre système immunitaire va voir un virus qui nous infecte, on va fabriquer des anticorps contre ce virus. Et ces anticorps, au moment de la deuxième dose, vont se diriger contre l'adénovirus qui va un peu diminuer son efficacité. Et c'est pour ça qu'il faut attendre 3 mois pour faire la deuxième dose, pour que notre réponse immunitaire se soit un peu atténuée et pour avoir une pleine efficacité pour ce vaccin. Et les Russes, eux, pour la deuxième injection, ont changé de vecteur, ont pris un autre adénovirus, ce qui fait qu'on n'a pas ce problème au niveau de la deuxième dose. Mais voilà, ce sont juste des montages pour contrer le système immunitaire et mieux l'activer, mais le schéma est exactement le même entre ces deux vaccins. D'accord. Donc, J'ai juste une question. Quand on va se faire vacciner, on a le choix de choisir le vaccin qu'on veut? alors maintenant, on n'a pas vraiment le choix puisque le vaccin Pfizer et Moderna est réservé pour les plus de 75 ans actuellement, puisque le vaccin AstraZeneca ne couvre pas encore cette population-là. Par manque de preuves, hein, parce que initialement il devait s'arrêter aux 65 ans, et puis là il y a eu des nouvelles études en vie réelle dont je vais vous parler qui ont montré qu'il était même efficace après 65 ans. Pour l'instant, le Pfizer est réservé aux sujets qu'on dit immunosénescents, c'est-à-dire qui ont un moins bon système immunitaire, donc soit les immunodéprimés, soit les personnes âgées. Donc actuellement, et puis on est limité en termes de stock puisque ces vaccins sont moins disponibles que le AstraZeneca qui est produit en Europe, en Angleterre. Donc pour l'instant, et en fait, moi, je repensais à ce qu'on fait pour la grippe habituellement. Vous savez que nous, les soignants, on est obligés de se vacciner tous les ans contre la grippe et on ne se pose pas tellement toutes ces questions en fait, on ne sait jamais quel type de vaccin on nous injecte, si c'est un adénovirus, et là, on arrive à un niveau de connaissance où finalement, on a envie de choisir son vaccin, mais d'habitude, on s'en moque un peu de savoir quel est le mode de fonctionnement de nos vaccins. Et puis, vous allez voir qu'en fait, l'efficacité entre ces vaccins, elle est totalement comparable. Donc, si on reprend le vaccin AstraZeneca, donc, qui a été validé en phase 2 sur une population beaucoup plus large que les deux autres vaccins et qui a surtout été comparé à un vaccin méningocoque qu'on connaît. Donc là, ce que je vous ai mis ici, c'est toujours les mêmes graphiques. Au bout d'un moment, on comprend bien. C'est la capacité à produire des cellules qui produisent de l'interféron. Donc la réponse à interféron, vous voyez, elle est très bonne du vaccin AstraZeneca. Et la production d'anticorps, elle augmente très progressivement. Et eux l'ont comparé à la production d'anticorps de patients qui ont fait le Covid. Donc vous voyez qu'elle est comparable à J41, au taux produit par des patients qui ont fait l'infection. Et vous voyez qu'il y en a même un paquet qui ont fait l'infection et qui ont un taux de protection qui est plus faible que ce qu'on va avoir avec un vaccin. C'est pour ça qu'on préconise maintenant, chez les patients qui ont fait le Covid, d'attendre 3 à 6 mois et de faire une dose de rappel pour élargir la réponse vaccinale. Donc, vous voyez qu'on a une très bonne efficacité. La seule réserve, c'est qu'il faut bien, pour ce vaccin, respecter les 3 mois entre les doses pour maintenir une efficacité, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est la réponse anticorps du vaccin Sputnik qui, vous voyez, est excellente, quelles que soient les tranches d'âge. On arrive à neutraliser le virus. Et donc ensuite, on passe en essai de phase 3. Ce qui a beaucoup desservi le vaccin AstraZeneca, c'est que notamment une étude a montré un taux d'efficacité en phase 3 à 60% avec une moins bonne efficacité chez les plus de 65 ans. Et heureusement, une étude écossaise vient de sortir en vie réelle, ce qui est encore mieux, une étude en vie réelle, puisque dans un essai de phase 3, vous sélectionnez les patients qui vous allez injecter. Il y a des critères d'inclusion. Et donc, insensiblement, vous biaisez toujours un petit peu vos résultats. Un essai en vie réelle, c'est-à-dire, c'est les Écossais qui ont pris tous les sujets qu'ils ont vaccinés, qui les ont comparés à des sujets qui n'avaient pas reçu le vaccin et qui ont montré une efficacité à 90% et une efficacité chez les plus de 65 ans. Donc, vous avez dû entendre cette semaine que les indications de l'AstraZeneca ont été élargies aux plus de 65 ans, jusqu'à 75 ans,
on préconise ce vaccin, donc à 90% contre 95% pour le vaccin ARN. Le Là laboratoire, aussi, c'était presque des effets secondaires. Par- le, le laboratoire, Pardon? le laboratoire s'était presque trompé dans le choix de l'échantillonnage, c'est ça? Ils avaient Exactement. Il y a eu une première étude où l'efficacité était à 90% et une deuxième étude, probablement biaisée par trop de sélection des cas, où l'efficacité s'effondrait. Et ce qui va être le plus fiable, c'est effectivement ces essais en vie réelle, où là, vraiment, on sait enfin, on fait ce qu'on fait dans la vraie vie. On n'est pas dans un essai où on sélectionne trop les malades. Et la contrepartie de cette efficacité, c'est là encore pas mal d'effets indésirables puisque là, on est sur un schéma une infection virale. Donc, pendant 24 heures, le temps que notre système immunitaire élimine l'adénovirus, on va avoir des symptômes de virose. Avec une bonne fatigue, une bonne fièvre. Et là, ce qui est préconisé maintenant, c'est de couvrir cette journée de vaccination avec du Doliprane pour limiter les effets secondaires. Et voilà, et c'est plutôt une journée, bon, on sera un peu moins performant par rapport à un jour classique. Et puis là, l'efficacité du Spoutnik, qui elle est à 95% dans un essai du Lancet publié, avec exactement les mêmes schémas. Et je pense que le Spoutnik va être très prochainement commercialisé en Europe. Je n'ai pas trouvé de données sur la tolérance de ce vaccin. Je pense que, comme les autres, voilà, c'est des vaccins où on est quand même un petit peu secoué. Donc ça, c'est pour les schémas de vaccins adénovirus. Le vaccin qui va sortir, mais on n'a pas encore laissé de phase 3, c'est le Johnson. Eux, ils ont un schéma en une seule injection, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite pour une couverture. Et vous voyez que là aussi, le pourcentage de lymphocytes capables de produire de l'interféron, il est excellent dès les premières doses. Et donc, c'est pour ça qu'il se passe de cette deuxième dose avec effectivement des effets indésirables qui vont être, vous voyez, on est dans les 60 à 80% de fatigue le jour de l'injection. Mais ça, l'intérêt de celui-là, ça va être sa conservation. Comme l'AstraZeneca, il va être conservé à 4 degrés et une seule injection qui va permettre de doubler nos capacités de vaccination. Ce vaccin doit arriver en Europe en avril. Donc, il va bientôt apparaître. Les vaccins vivants atténués, c'est vraiment plus simple. On tue le virus ou on l'inactive, on l'affaiblit et on reproduit une infection virale. Ce sont les vaccins chinois qui ont ce modèle-là. Malheureusement, aucune donnée d'efficacité, de tolérance, d'immunogénicité n'est actuellement produite par les Chinois. Ils vont probablement sortir les essais en vie réelle. Probablement, si les Chinois le font, c'est que ça doit bien marcher, mais on n'a aucune donnée scientifique pour en dire plus. Les vaccins sous-unitaires, je vous ai dit que c'était probablement le système le moins efficace. C'est nous proposer cette stratégie. Donc là, on prend une protéine, on ajoute un adjuvant qui va permettre d'activer les systèmes immunitaires, d'induire des signaux de danger et qui vont être capables d'activer notre système immunitaire. La Novavax a produit qu'un essai de phase 2. Vous voyez... Pardon? Donc ça, c'est le vaccin français qui a été proposé par les Français. J'ai pas entendu. Vous m'entendez? Oui. Novavax, oui. Novavax, c'est pas, je crois pas que ce soit le vaccin français. Il faudrait que je vérifie. Le vaccin français, c'est le Sanofi, qui est également sur ce schéma. Et c'est en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils étaient partis sur un virus de la rougeole, Sanofi également, qui a été abandonné parce qu'inefficace. Donc, pour l'instant, je vais vous faire un récapitulatif à la fin sur les vaccins français, mais pour l'instant, on est encore un petit peu à la traîne sur ces vaccins. Donc, le vaccin Novavax, vous voyez sans adjuvant, aucune réponse immunitaire, c'est ce qui est ici, aucune cellule capable de produire de l'interféron. Par contre, dès qu'on ajoute l'adjuvant, le matrix M1, on a une excellente réponse. Donc, c'est des vaccins qu'il va falloir faire forcément avec un adjuvant. Et donc, c'est ce que vous avez ici sur la production d'anticorps qui va être équivalente au niveau de production de sujets convalescents qui ont eu le Covid. Là aussi, vous reconnaissez toujours le même graphique, des effets indésirables, 40 à 60%, qui restent assez bénins, mais qu'on va retrouver dans tous les schémas vaccinaux.
Donc, ces fameux vaccins français, aucun vaccin actuellement produit par la France disponible. Le vaccin qui est la collaboration Sanofi-Pasteur-GSK, ce sera un schéma spike adjuvant. Le vaccin proposé par Pasteur, qui était le virus de la rougeole avec la protéine du spike, est abandonné. Donc celui-là, on ne l'aura pas sur le marché. Ceux-là vont arriver assez tard. Et évidemment, les Français essaient de développer leur vaccin ARN et d'autres systèmes, mais qui vont arriver beaucoup plus tard dans la course vaccinale. Là, ce ne sera même pas pour cet été l'ensemble des vaccins français, mais ça permettra d'avoir à terme un vaccin français. Donc, pour conclure sur cette présentation sur les différents vaccins et pour se rassurer, il faut savoir qu'on a plus d'un siècle de recul sur les vaccins et qu'on ne mesure plus à quel point ces vaccins permettent d'éradiquer une épidémie, puisqu'on n'avait plus connu d'épidémie depuis bien longtemps grâce à notre bonne couverture vaccinale. Vous voyez qu'on a pu éradiquer la variole, la polio a été éradiquée, ce schéma n'est pas à jour, ce graphique n'est pas à jour, mais il n'y a plus de cas de polio. Diphtérie également, le tétanos est en train d'être éradiqué. Et si on regarde le risque de faire un effet indésirable, chez un adulte qui va faire une rougeole, dans un cas sur 20, il va présenter une pneumonie. Dans un cas sur 2000, il va faire une encéphalite. Et dans un cas sur 3000, on meurt de la rougeole. Alors que le risque d'encéphalite, lorsqu'on se vaccine, est de 1 sur 100 000. Donc évidemment, le bénéfice-risque de ces vaccins est en faveur du vaccin. Actuellement, on est toujours à 20 000, on est même au-dessus de 20 000 nouveaux cas jour, ce qui fait 450 cas graves par jour. Donc c'est énorme, on a des morts tous les jours, plus de 25 000 morts. On sait qu'on a besoin d'une immunité collective pour que le virus arrête de circuler. Ça, c'est une étude qu'on a menée au CHU de Nice sur le taux d'infection, c'était avant le vaccin, donc d'immunité naturelle. Depuis le début de la crise, on était à 16% en population générale et 30% chez les soignants. Donc, on a fait circuler le virus, mais si on continue à le faire circuler, on accumule des cas graves. Donc, le meilleur moyen pour bloquer cette infection, c'est d'arriver à cette immunité collective grâce à la vaccination. J'espère que vous avoir bien expliqué que le vaccin ARN, c'est un système qui est extrêmement robuste, qui est parfaitement adapté à ces infections virales et qui est extrêmement simple et bien toléré. Et donc, c'est vraiment ça a été vraiment le bénéfice de cette crise, ça a été le développement de ces vaccins ARN. Et contrairement à ce qui a été dit à un moment, on dispose maintenant de beaucoup de données scientifiques pour confirmer l'efficacité et la bonne tolérance de ces vaccins. Et il faut vraiment se faire vacciner sans aucune arrière-pensée, sans aucune crainte, avec l'objectif collectif d'atteindre cette immunité collective qui va nous permettre évidemment de reprendre une vie normale. Alors on nous donne la perspective là de mi-avril, de début mai, puisqu'on va avoir le printemps qui ralentit la diffusion du virus comme on a vu après la première vague. Et puis c'est vraiment le moment qu'on soit tous vaccinés pour maintenir cette immunité collective et passer à autre chose que cette infection au Covid qui nous a bien pourri une année, l'année écoulée. Vous nous avez éclairé Voilà. sur l'ARN en particulier parce que aujourd'hui, dans les médias, on nous présente le vaccin ARN comme quelque chose de tout nouveau et très dangereux. Alors que là, vous nous montrez très bien que ça a 10 ans au moins de recherche antérieure. Oui, tout à fait. Au contraire. D'accord. En fait, ça a été un peu ignoré parce qu'il n'y avait pas d'aussi bonnes applications que cette infection-là, qui est vraiment l'application parfaite du vaccin ARN. Ça reproduit cette infection et ça permet contre ces vaccins. Et puis l'intérêt également qui a été proposé, qui a été expliqué par les producteurs, c'est que c'est extrêmement simple, c'est beaucoup plus facile de produire de l'ARN que de produire une protéine. Et donc, si on a un virus qui mute, il sera extrêmement facile de refaire une nouvelle séquence d'ARN à injecter. Bon, alors, ce qui est plus dur, c'est l'organisation de l'injection, on le voit en ce moment, mais sur le plan technologique, il n'y a aucune limite à ce type de stratégie. Vous faites la liaison avec ma question sur les variants
Là, tout ce que vous nous avez montré depuis 40 minutes, c'était Ouais. exactement c'était des recherches qui ont été faites sur le Covid classique. Et là, aujourd'hui, Alors, l'apparition des ouais. variants influe, comment est-ce qu'elle influe sur ces études? Alors, pour les vaccins à ARN, ils gardent une très bonne efficacité sur le variant anglais et sur le variant sud-africain. Mhm. Le vaccin AstraZeneca perd légèrement d'efficacité sur le vaccin sud-africain et est extrêmement efficace sur le variant anglais. Le meilleur moyen de limiter les variants, c'est vraiment la rapidité pour atteindre l'immunité collective. Donc là, la stratégie du gouvernement, c'est de faire vite pour limiter ces variants et pour avoir une pression sur le virus et éviter. Donc c'est pour ça que là, ils ont redoublé d'efforts. Ils organisent ça et là des vaccinodromes, surtout dans nos régions extrêmement exposées c'est vraiment une course, hein, parce qu'en fait, le virus mute à chaque réplication, le virus mute. Et dès qu'il arrive à sélectionner une mutation qui lui permet d'avoir un bénéfice sur nous, c'est-à-dire soit d'être plus contagieux, soit d'être résistant à certains anticorps, ce variant va être sélectionné. Donc, c'est vraiment une course contre les variants là qu'on est en train de faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tous se vacciner. Les indications chez les jeunes vont arriver pour l'AstraZeneca et il faudra vraiment s'en saisir. Pour 60% d'immunité collective, ça empêche le virus de circuler et ça va nous permettre de gagner cette course contre les variants. Donc, la population d'anti-vaccins peut influencer ou retarder cette immunité collective. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un enjeu stratégique, c'est de convaincre. Et c'est vraiment, je vous remercie pour cette invitation et de diffuser cette information, c'est de convaincre à l'intérêt de la vaccination parce que on a des situations extrêmement paradoxales de personnes qui vont vous dire, se plaindre d'une vie complètement chamboulée depuis un an et on le ressent tous et on est tous gênés dans notre chair quand on n'a pas perdu quelqu'un de proche à cause de cette maladie. Et la solution, elle est sous nos yeux, elle est là. Donc, il faut vraiment lever ces résistances. Mais encore une fois, au début, quand on parlait des ARN qui allaient changer notre code génétique, donc vous avez bien compris que non, ça modifiait rien du tout. Ça ne rentrait pas dans le noyau. Et on était à 60% de réticence. Là, les choses sont en train de s'inverser. La couverture vaccinale chez les sujets âgés commence à être bonne. Donc déjà, on va limiter les formes graves. Après, on fera de l'immunité collective chez les jeunes, bon, soit naturelle, soit par le vaccin. Encore une fois, le vaccin nous permettra de bloquer les mutations et bloquer les variants. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vite là-dedans. Mais voilà, il faut convaincre tous les jours, convaincre de l'intérêt de la vaccination. Et donc, sur le terrain, à l'hôpital, est-ce que même le personnel hospitalier, parfois, est réfractaire au vaccin? Tout à fait, tout à fait. On a une mauvaise couverture vaccinale à l'hôpital. Il y a eu au début beaucoup de vaccinations avec le Pfizer et il reste des réticences sur l'AstraZeneca. Il faut lever ces réticences. C'est vraiment c'est la tolérance qui inquiète les soignants puisque il y a eu beaucoup de personnel qui a été fatigué en même temps. Donc, ce qui est très gênant dans la gestion des équipes, hein. On voulait vacciner des services entiers au même moment et puis en fait, si vous avez 10 jours, le jour même, toute l'équipe qui est à plat, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut adapter, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve des solutions, mais il faut vraiment que lever ces réticences sur l'AstraZeneca, qui est aussi efficace, qui est disponible, contrairement au vaccin Pfizer, et vraiment se protéger avec une bonne couverture en paracétamol et voire rester une journée chez soi. C'est rien par rapport aux bénéfices collectifs de la vaccination. Et par exemple, les politiques parlent du passeport vaccinal. Vous pensez qu'il pourrait être appliqué en premier lieu à l'hôpital, c'est-à-dire forcer, obliger les Ouais. personnes de se vacciner pour pouvoir exercer? Tout à fait. Bah, déjà, vous savez que soignant, on est obligé de se vacciner contre l'hépatite B. C'est très recommandé pour la grippe, mais ce n'est pas obligatoire puisque le bénéfice de la vaccin contre la grippe est très limite, hein. On est à 50-55% d'efficacité vaccinale, donc on est très loin des 90 contre le Covid. Mais c'est assez inacceptable d'avoir des infections nosocomiales. Le Covid est maintenant la première infection nosocomiale et c'est quelque chose d'assez inacceptable que nous, soignants, on transmette une infection à nos patients qui sont à risque.
La stratégie du ministre, là, il l'a dévoilée hier en conférence de presse, c'est d'abord d'écrire aux soignants pour les sensibiliser et si ça ne marche pas, de demander au comité d'éthique Mmh. si il faut la rendre obligatoire parce que ça devient voilà, c'est des choses qui sont plus acceptables maintenant. Oui, vous avez anticipé sur une de mes questions. Comment est-ce qu'on peut renforcer donc la confiance des individus et donc du personnel hospitalier Mmh. dans ces nouvelles technologies de soins de santé par Ouais. l'éducation, par de la communication, C'est exactement ça. Il faut expliquer. Moi, j'ai déjà fait, ce topo à l'ensemble du personnel soignant. On arrive à convaincre, on arrive à lever des réticences, mais il reste beaucoup de monde et je pense qu'une des meilleures façons de convaincre, ça va être l'exemple. Moi, je sais que quand je dis à mes patients: «Je suis vaccinée, ça s'est bien passé», bah, ils sont beaucoup moins anxieux de se vacciner et ouais, ça va être, comme ça, de se convaincre les uns les autres que ça s'est bien passé, qu'on n'a pas eu de poussée de maladies auto-immunes, qu'on n'a pas eu de poussée de choses graves, hein. L'interféron, c'est un traitement des maladies auto-immunes, donc on produit de l'interféron avec ce vaccin, donc on ne va pas avoir de déclenchement de ces maladies comme les sepses qui angoissent tout le monde et qui est vraiment du fantasme. On n'aura pas ces problèmes-là avec ce vaccin. Et voilà, et il va falloir convaincre, tous les jours, convaincre quelqu'un de se vacciner parce qu'il faut qu'on soit 60% à en être convaincu et à l'avoir fait et c'est vraiment, on en souffre tellement de ce mode de vie et on a la solution sous les yeux. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment faire passer, quoi. mm. Et la crise a vraiment intensifié la pression sur le système hospitalier, sur le système de santé français. Selon vous, quels sont les besoins aujourd'hui? C'est des besoins humains de gens qui vaccinent ou de places pour vacciner? Quels sont les besoins du système français de santé? Heu, Jusque-là, par rapport à la vaccination, on avait besoin de doses. C'était vraiment le facteur le plus limitant. Et C'était aujourd'hui, horrible de Ce qui était horrible, c'est d'avoir des patients convaincus. Vous passiez une demi-heure en consultation à les convaincre et après de ne pas leur proposer la solution tout de suite. mm, Maintenant, les doses arrivent. L'organisation par les métropoles a permis de créer des centres de vaccination qui peuvent être, qui sont opérationnels. Demain, il y a une grande manifestation, un vaccinodrome à Nice qui s'organise avec l'arrivée des doses qui avait été promis par le ministère pour justement protéger Nice, qui était une zone surexposée. Donc vraiment, c'est l'arrivée massive des doses qui va nous aider, l'ouverture aux médecins généralistes, même s'il n'y a que 20% des généralistes qui sont allés récupérer leurs doses, progressivement ça va se faire. mm, L'ouverture aux pharmacies, les pharmaciens sont vraiment stratégiques dans cette vaccination. Là encore, les médecins de ville et les pharmaciens ne peuvent pas proposer les vaccins ARN qui sont conservés soit à -20, soit à -80. Donc, ceux-là vont être réservés au système hospitalier, mais les vaccins type AstraZeneca et tous les autres, le Johnson Johnson qui va arriver, vont pouvoir être largement diffusés en ambulatoire et c'est comme ça qu'on va arriver à répandre. Et puis après, pour la pression sur l'hôpital, on a vu que l'hôpital avait une grande capacité d'adaptation, on a ouvert des lits, on a déployé du personnel, la réserve sanitaire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir, je trouve, dans notre organisation sur la prise en charge de cette crise. On s'est énormément adapté et ça a montré une capacité, une résilience de l'hôpital mm, qui a été assez exceptionnelle au cours de cette crise. mm. Il y a aussi, ce qu'on peut retirer de votre présentation, c'est aussi l'urgence de surpasser les variants, parce que les variants Tout à fait. intelligents s'adaptent à nos vaccins, euh, Mmh, à certains types de nos vaccins. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'urgence. Il faut que les pouvoirs publics et aussi le système mmh, hospitalier vaccinent rapidement pour pouvoir empêcher ouais. euh, les C'est variants. vraiment une c'est vraiment une guerre, contre les variants là qu'il faut réussir à mener dans les 2 mois qui arrivent, qui vont nous permettre de sortir de tout ça, hein. C'est voilà, il y a que comme ça qu'on va arriver à s'en sortir, Alors après il y a de grands espoirs sur les traitements, hein, je vous ai Oui, est-ce parlé qu'on de pourrait parler un peu des l'interféron. traitements? Parce qu'on n'en parle pas du tout, je trouve, dans les Voilà, médias. C'est vraiment vaccin ou rien. Pour ouais, traiter tout le à fait. corona, comment, quelle est Ouais, la tout dernière à fois? fait. Alors,
ce qui a été validé, il y a un traitement qui a été validé, c'est les corticoïdes, vraiment au moment de la phase inflammatoire. Ça, maintenant, on a vu que ça marche bien. Malheureusement, l'hydroxychloroquine, qui avait donné beaucoup d'espoir, n'a pas été efficace, mais la cortisone marche, a amélioré entre la première et la deuxième vague notre capacité à traiter les patients. Et puis maintenant, on ajoute à ce cocktail anti-inflammatoire d'autres anti-inflammatoires plus spécifiques qui vont cibler les cytokines de l'inflammation. Et on arrive à des taux d'efficacité où on a réduit considérablement nos taux de mortalité en réanimation. On a aussi amélioré nos capacités de ventilation. Au début, on intubait tout le monde. Donc, mettre un tube à un patient, ça l'expose à de nombreuses complications. Donc, maintenant, on a moins recours à cette ventilation invasive. On fait de la ventilation non invasive, assez efficace. Et donc, là aussi, qui nous a amélioré. On a anticoagulé les malades. Ça a permis aussi d'éviter toutes les complications à type de thrombose qui sont liées à l'inflammation. Donc, on a fait quand même des progrès. Mais ces patients-là, ce sont vraiment les patients où c'est presque déjà trop tard. On arrive à en récupérer, mais c'est presque déjà trop tard. Et ça a été, au cours de la deuxième vague, on est arrivé à adapter dans l'hôpital, à ouvrir rapidement des lits qui ont permis de faire juste une petite ventilation non invasive, un peu de cortisone et d'améliorer. Donc, la flexibilité de l'hôpital est arrivée à absorber et à améliorer, à réduire notre mortalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été bénéfique pour les médecins parce que voir tout le monde mourir, ça a été terrible pendant la première vague et qui a fait du bien à tout le monde pour la deuxième vague. Mais on n'a pas encore de traitement préventif de ces formes graves de Covid. Et Ah, donc là, il y a une... et le confinement, quoi. Exactement. Et là, il y a des grands espoirs qui arrivent. Je vous ai parlé de l'interféron, hein, du déficit en interféron chez les sujets à risque. Et maintenant, ce qu'on propose et ce qui a montré une efficacité en phase 2, c'est chez des sujets à risque, on leur fait soit respirer de l'interféron, soit on leur en injecte, et on voit qu'ils éliminent plus vite le virus et qu'ils sont capables plus vite de guérir de l'infection. Et ça, c'est un espoir immense. Et en France, on commence une étude en ambulatoire, c'est le CHU de Bordeaux qui pilote cette étude, où on va traiter les formes à risque, les plus de 50 ans qui ont des comorbidités à l'interféron, et essayer de voir si on arrive à diminuer l'hospitalisation des patients. Donc, c'est vraiment une avancée qui est hyper importante. Et juste pour mettre un petit coup de flash sur Nice, je vous ai dit qu'on avait développé un test qui permet de prédire la réponse interféron d'un individu. Et donc, le ministère nous a permis d'intégrer la nouvelle étude de Bordeaux avec notre test pour valider ce test. Et l'objectif de notre participation à cet essai qui s'appelle Coverage, ça va être de voir si on peut prédire les cas très graves avec notre test interféron et on ne traiterait à l'interféron que ces cas-là. L'interféron, ça ne fait pas tout, c'est une grande partie de la réponse immunitaire, mais ce qui a été également développé, ce sont les anticorps monoclonaux qui ont une autorisation d'utilisation en France depuis cette semaine également. Donc, on fabrique des anticorps de synthèse dirigés contre la protéine du spike et qu'on injecte chez les sujets graves dès le début des symptômes pour accélérer l'élimination du virus. On sait que ces traitements, ils sont efficaces pour éliminer le virus plus rapidement. C'est le traitement qu'a reçu Donald Trump. Et ils ont démontré en phase 2 leur efficacité pour éliminer le virus. Par contre, ils ne marchent pas du tout une fois que le patient est réanimatoire ou est grave. Là, il n'y a aucune efficacité. D'accord. On a une Euh, question dans le chat, là, je sur vois. ces traitements. Mais bon, ouais. Euh, le vaccin est-il nécessaire pour les personnes qui ont déjà guéri de la COVID-19? Et combien de Alors maintenant, personnes sont-elles potentiellement immunisées sans vaccin? voilà, donc c'est ce qui est recommandé actuellement parce que je vous ai mis qu'il y a une grande variabilité de la réponse immunitaire quand on a fait le Covid. Il y a des patients totalement asymptomatiques et qui ont une réponse immunitaire très faible et des patients graves qui vont avoir une réponse très forte. Donc maintenant, ce qui est recommandé, c'est d'attendre 3 mois pour faire une nouvelle dose de vaccin, 3 à 6 mois. Donc, mais on ne fait qu'une seule dose parce que là, on est dans un schéma où on a déjà reçu une première injection. Et donc, avec l'infection naturelle, et donc on n'est plus qu'à un rappel. Donc, entre 3 à 6 mois, si vous avez fait un Covid, il faudra vous revacciner avec l'un des vaccins disponibles. D'accord. Il y a une autre question dans le chat qui vient d'apparaître, c'est quel type de vaccin est le Johnson Johnson? Je pense que vous en avez déjà parlé, mais peut-être que...
Le Johnson Oui, Johnson. c'est un adénovirus. C'est un virus répliquant. Donc, c'est le même modèle que le Sputnik et D'accord, que l'AstraZeneca et qui a l'avantage d'être efficace en une seule dose d'accord. Donc, plus facile pour la logistique. et qui va évidemment nous permettre de vacciner Vous parliez des tests exactement. niçois, vous parliez des tests niçois sur la prédiction d'interférons et de cas graves. Comment, Oui, comment se passent ces tests? C'est comme un test PCR? C'est un test salivaire? c'est un test, c'est sur une prise de sang. On prend vos cellules immunitaires à travers une prise de sang. On va les stimuler et on va regarder leur capacité à produire de l'interféron. Donc, c'est vraiment, on va mimer le virus, on va activer les signaux de danger comme fait le virus et on va regarder votre réponse individuelle à produire de l'interféron. Et on a des très, très fortes variabilités d'un patient à l'autre. Les D'accord. patients insuffisants rénaux, les patients qui ont un cancer ont une capacité à produire de l'interféron qui est bien plus faible qu'un sujet jeune de 20 ans en pleine forme. Et puis, ce qui est intéressant sur ce test, c'est qu'on l'a corrélé à l'âge, à l'activité physique, et on voit qu'il y a énormément de facteurs comme de susceptibilité du Covid qui influencent cette capacité à produire de l'interféron. Et donc, on pense qu'on a un test qui va être assez solide pour prédire ces sujets à risque de forme grave. L'intérêt, ça sera ensuite de les vacciner en priorité ou de les confiner en priorité? Exactement. Nous, on a déjà vacciné en priorité les soignants qui avaient une mauvaise réponse interféron au CHU de Nice. Et l'intérêt, ce sera évidemment de vacciner ceux qui ont une mauvaise réponse prioritairement. Et ensuite, ceux qui font un Covid, de faire le test rapidement pour voir s'ils sont à risque d'une forme grave et s'ils sont à risque, leur proposer de l'interféron. D'accord, ok. Donc c'est génial déjà si ça avance sur la prévention en plus de la guérison. Oui, exactement. Dans l'ensemble, pour conclure, on l'a bien compris déjà, mais faut-il faire confiance en la science? Bah, moi, je pense que la science, c'est vraiment la seule façon d'avancer, hein. C'est ce raisonnement par les preuves, comme vous l'avez dit en introduction, c'est qu'on observe, donc on a eu cette phase d'observation, on analyse et puis après on émet des hypothèses. Là, l'hypothèse interféron, elle est extrêmement séduisante et donc on valide ces hypothèses, on donne de l'interféron, ça guérit les malades, on essaie d'utiliser des outils pour prédire les formes graves et puis voilà, on a passé une année horrible à plein de points de vue, mais en un an, on est arrivé à produire un vaccin, à avoir une réponse, à comprendre ce qui s'était passé et ça, c'est C'est extrêmement positif et donc oui, croire à la science parce que c'est la solution. ouais. C'est inédit cette rapidité et grâce aux fonds qui ont été levés de part et d'autre. Et tant mieux si on peut empêcher les variants de prendre le contrôle. Merci beaucoup, Barbara, pour votre pédagogie, votre science et votre aide pour faciliter le discours, clarifier cette science de la vaccination. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette démarche que je trouve vraiment exceptionnelle de diffuser l'information, rassurer. Et puis voilà, cette démarche collective, hein, c'est vrai, c'est là, il y a peu de sens du collectif actuellement dans nos sociétés et la vaccination, c'est un enjeu majeur pour retrouver du collectif. Donc, vraiment un grand merci pour votre invitation. Merci beaucoup. On partagera toutes ces infos dans le podcast Global Shaper. Merci encore. Merci à vous. M- Merci, à bientôt. Merci, Barbara. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Cool. Ah, Cool. c'était Ouais, bien. très cool, très intéressant. Oui, oui. Cool. Après, Ouais. c'est dans une heure. Ouais.